Bonjour et bienvenue. Alors, tout le monde cherche la stratégie d'investissement parfaite, n'est-ce pas? Le Saint Graal. Mais qu'est-ce qui arrive quand tout le monde pense l'avoir trouvé en même temps? C'est précisément là que les vrais dangers commencent. On va décortiquer ça ensemble. On va commencer avec une question qui bouscule un peu les vieilles habitudes. Ce fameux portefeuille 60% actions, 40% obligations, la base pour tellement de gens, est-il aussi sûr et diversifié qu'on veut bien le croire? La réponse, elle est plutôt directe. Non, pas du tout. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit d'un truc assez fou. Dans un portefeuille 60-40, presque 90% du risque vient en fait des actions. La diversification, dans ce cas-là, c'est plus une illusion qu'autre chose. Et ça nous amène directement au cœur de notre première partie, le problème fondamental de la stratégie d'investissement la plus populaire au monde. Voilà le point crucial à comprendre. Le vrai problème, ce n'est pas comment l'argent est réparti, c'est comment le risque est réparti. Parce que soyons clairs, une action, c'est à peu près 3 fois plus volatile qu'une obligation. Donc mettre 60% de son capital en action, c'est en réalité allouer 90% de son budget risque à une seule et même chose. Le résultat? Eh bien, la performance du portefeuille est complètement dépendante des hauts et des bas des marchés boursiers. Alors, face à ce constat, une solution vraiment innovante a fini par émerger. Ça s'appelle la parité de risque, ou risk parity en anglais. La logique derrière est simple, mais franchement, c'est assez génial. Au lieu de se demander où est-ce que je mets mon argent, la question devient où est-ce que je mets mon risque. L'idée, c'est de répartir le risque de façon égale. Comment on fait ça? C'est simple, on met plus de capital sur les actifs calmes, comme les obligations, et moins sur les actifs agités, comme les actions. Comme ça, chaque morceau du portefeuille pèse le même poids en termes de risque. On a enfin un véritable équilibre. Le premier à avoir vraiment mis cette idée en pratique à grande échelle, c'est Ray Dalio, le fondateur du fameux fonds Bridgewater. Au milieu des années 90, il a créé son fonds All Weather, tout temps en français. L'objectif était clair, construire un portefeuille qui puisse tenir la route, peu importe le climat économique, sans avoir à jouer les devins sur l'avenir. Et quand on regarde les résultats, c'est juste spectaculaire. Pendant les plus grosses crises de l'histoire récente, le risque parity a offert une protection incroyable. Prenez 2008, une perte de seulement 0,5% contre une chute de 26% pour un portefeuille classique. C'est la preuve que structurellement, c'est quelque chose de très très solide. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le risque parity, c'est super pour équilibrer le risque, mais ça reste vulnérable à certaines erreurs de calcul. Et c'est pour régler ce problème, un peu plus technique, qu'une nouvelle méthode est née. Le Hierarchical Risk Parity, ou HRP. Le talon d'Achille des modèles traditionnels, c'est un outil mathématique un peu barbare qu'on appelle la matrice de covariance. En gros, c'est une sorte de carte qui essaye de prédire comment les actifs vont bouger les uns par rapport aux autres. Le problème, c'est que cette carte est hyper sensible, hyper instable. Une toute petite erreur dans les données et tout le château de cartes s'écroule. C'est comme une tour de Jenga, ça mène à des décisions d'investissement qui sont en fait très fragiles. Et c'est là qu'arrive le HRP de Marcos Lopez de Prado. C'est une petite révolution, parce que cette approche, elle contourne complètement le problème. Elle n'a même pas besoin de cette fameuse matrice de covariance instable pour fonctionner, et ça la rend beaucoup, beaucoup plus robuste. Le processus est vraiment malin. D'abord, l'algorithme fait un peu comme un biologiste. Il regroupe les actifs qui se ressemblent en familles. Ensuite, au lieu de tout mélanger, il répartit le budget de risque entre ces grandes familles. Et c'est seulement après qu'il affine la répartition à l'intérieur de chaque famille. C'est une approche qui respecte la structure naturelle du marché, en quelque sorte. Mais voilà, toute cette intelligence, toute cette sophistication, ça a une conséquence, à laquelle on ne pense pas forcément. Qu'est-ce qui se passe quand tous les investisseurs intelligents se mettent à utiliser les mêmes outils géniaux? Eh bien, on entre dans une nouvelle zone de danger. Ce phénomène a un nom, le quant crossing, ou l'encombrement quantitatif. C'est tout simplement quand des centaines de fonds, qui agissent chacun de leur côté, mais qui utilisent les mêmes modèles, finissent tous par acheter les mêmes choses et vendre les mêmes choses au même moment. Et là, le système devient d'un coup extrêmement fragile. Cet encombrement, il se propage par 3 grands canaux. D'abord, les signaux. Tout le monde regarde les mêmes données. Ensuite, les plateformes. La plupart des grosses opérations passent par une poignée de grands courtiers. Et enfin, les produits. Des instruments comme les ETF copient et amplifient en masse les mêmes stratégies, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Pour bien se rendre compte à quel point ce risque est bien réel, on va regarder un cas très concret et assez dramatique, ce qui s'est passé en octobre 2025. C'est la question qui hante les marchés financiers. Quand des centaines, voire des milliers de modèles de risque automatiques, tous conçus plus ou moins de la même façon, reçoivent le même signal de vente, eh bien, le résultat, ce n'est pas une petite correction en douceur, non, c'est une véritable avalanche.
Et cette avalanche, elle a eu un coût. 56 milliards de dollars. C'est le montant absolument colossal de positions qui ont été liquidées de force en à peine une semaine. Un désendettement synchronisé qui a fait trembler tout le système. Et l'anatomie de cette crise, c'est une pure réaction en chaîne. Tout a commencé avec un choc sur une stratégie très populaire, le momentum. Immédiatement, les modèles automatisés ont réagi, ils ont commencé à vendre. Ces ventes ont fait baisser les prix, ce qui a forcé d'autres fonds à vendre à leur tour, et ainsi de suite. C'est une spirale infernale qui est en plus amplifiée par les fameux appels de marge. C'est quand les courtiers exigent plus d'argent et forcent la liquidation des positions, peu importe le prix. Alors, la question c'est, est-ce que le HRP aurait pu nous protéger de ça? La réponse est en partie. Sa grande force, c'est d'être différent. Il ignore les facteurs à la mode, comme le momentum, et il se concentre sur une diversification structurelle. Mais attention, ce n'est pas un bouclier magique. Dans une crise de liquidité, où tout le monde panique et vend tout en même temps, même le portefeuille le mieux construit du monde finit par souffrir. Parce que dans ces moments-là, toutes les corrélations sur lesquelles il se base, elles volent en éclats. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une pensée un peu provocatrice. La finance, au fond, c'est un jeu d'adaptation perpétuel. Le HRP est une défense brillante contre les risques d'hier. Mais si tout le monde l'adopte, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de semer les graines du prochain grand risque systémique? Le cycle de l'innovation et du risque, eh bien, il ne s'arrête jamais vraiment.